Questionner et diagnostiquer nous invite à aller explorer la complexité. Cela pourrait nous y noyer, mais on va se contenter de clarifier ce qui pourrait poser obstacle sous forme de polarité, qui risquerait de rentrer en tension si jamais on ne les mettrait pas en synergie positive. Dans cette logique, 6 groupes se sont intéressés à ces polarités dans l'optique de les rassembler et créer du lien. Le premier groupe s'intéresse à la polarité suivante, la donnée au service de l'environnement. Nous sommes partis d'un constat bien connu sur la donnée. Premièrement, celle-ci est abondante. On estime la quantité de big data dans le monde en 2020 à 59 milliards de téraoctets, un chiffre difficilement imaginable mais colossal. Deuxième constat, la donnée est polluante. On estime que 3% de la consommation mondiale d'énergie est utilisée pour le stockage de la donnée dans des data centers. Autre chiffre, en France, les serveurs informatiques consomment en moyenne 5,15 kWh par mètre carré et par an. Pour rendre les chiffres plus compréhensibles, si l'on envoie 12 mails par jour pendant un an, on consomme autant que si l'on parcourait 100 km en voiture, soit 18 kg de CO2. Dernier constat important, la donnée est aussi source de pollution psychique. Recevoir en permanence une forte quantité d'informations peut impacter la santé mentale des individus. L'omniprésence de ces données pourrait ainsi perturber le fonctionnement des populations en raison de l'extrême sollicitation que ces flux occasionnent. Ces perturbations peuvent notamment se manifester par une fatigue morale de notre métabolisme. Ce qui nous a alors intéressés est de re-questionner le lien entre la donnée abondante et polluante, mais cette donnée que nous voulons au service de l'environnement. Et si on construisait une écologie de la donnée, et si l'on était dans l'écologie de la donnée avec une donnée résiliente, à la recherche d'une sobriété de la donnée, on souhaite que la donnée contribue vertueusement à l'environnement et l'on constate en même temps que la donnée a des impacts non négligeables sur celui-ci. Comment peut-on construire une écologie de la donnée et comment le Data Lab pourrait-il y contribuer et être donc au service de l'environnement ? Comment va-t-on faire une écologie de la donnée qui est résiliente et qui va dans le sens de la sobriété ? Un premier levier d'action serait tout d'abord de voir comment le Data Lab peut-il se mettre au service de la sobriété de la donnée et comment peut-il limiter l'empreinte environnementale de la donnée. Pour agir sur la donnée, le Data Lab doit permettre de mutualiser la donnée existante que l'on retrouve déjà abondante en données open source à travers notamment l'INSEE, Data Grand Est ou encore Data Grand Est. La méthodologie Living Lab amènerait donc différentes notions et perspectives qui n'auraient probablement pas émergé autrement. Cela permettrait alors de délimiter précisément les objectifs et limites de la démarche entreprise par les parties prenantes, ainsi que d'établir le périmètre pertinent. Cette approche permet d'apporter une capacitation mutuelle des acteurs afin de mettre en commun leur savoir et expertise, à l'image du Living Lab des ateliers réalisés pendant ces 3 dernières semaines. Dans un second temps, il conviendrait de voir comment le Data Lab peut-il amener à repenser le cycle de vie de l'énergie utilisée pour le stockage de ces données. Un élément de réponse serait d'agir sur l'environnement physique de ces données. L'ensemble des données sont en effet stockées physiquement dans des serveurs, les data centers. Afin de réduire l'impact environnemental de ce stockage très énergivore, il faut réfléchir à plusieurs échelles. Tout d'abord, choisir des éléments technologiques performants et qui sont plus neutres en énergie, que ce soit lors de leur fabrication que pendant la phase d'exploitation des serveurs. Ils doivent également être alimentés si possible avec des énergies renouvelables adaptées à l'environnement local, avec par exemple l'énergie éolienne sur un territoire comportant un vent suffisamment puissant et un réseau de transport électrique intégré au territoire, ou encore l'énergie solaire sur un territoire fortement ensoleillé. Nous pouvons aussi penser à un data center qui réutilise ce qui pourrait être défini comme polluant, puisque pour fonctionner, ces serveurs doivent être refroidis en permanence et consomment donc une quantité de chaleur importante. La prise en compte du cycle de vie de l'énergie d'un data center doit alors être prise en compte de sa création jusqu'à son démantèlement. Et donc, dans un troisième temps, on s'est demandé comment le Data Lab il peut avoir une forme de pollution psychique et améliorer la qualité de vie. En fait, ce qu'on a cherché à re-questionner, c'est la définition de pollution. On peut certes avoir la pollution comme on a l'habitude de l'entendre à travers l'utilisation de ma voiture, par exemple, mais en quoi je peux avoir aussi une pollution psychique en recevant des notifications, en devant répondre à des mails, en étant au courant de données qui ne m'intéressent pas forcément. Et donc, on vient aux 3 bulles qu'on a mis autour de notre questionnement: pollution psychique, qualité de vie, écologie de la donnée. Ce qu'on a essayé
d'éclairer, c'est comment la donnée, elle pouvait être là en respectant mon psychique et en améliorant ma qualité de vie. Il peut avoir par exemple un mode veille sur mon outil de récepteur de données et où je peux décider qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être au courant de cette donnée-là. Je peux aussi dire quelle donnée m'intéresse plus ou plus qu'une autre, comment je peux adapter mon profil pour qu'on comprenne quel genre de données peut m'intéresser. Et donc plein d'autres outils comme cela qui peuvent permettre de ne pas être saturé psychiquement et permettre aussi en même temps d'améliorer la qualité de vie à travers cette donnée. Dire quelle donnée m'intéresse plus ou plus qu'une autre, comment je peux adapter mon profil pour qu'on comprenne quel genre de données peut m'intéresser. Et donc plein d'autres outils comme cela qui peuvent permettre de ne pas être saturé psychiquement et permettre aussi en même temps d'améliorer la qualité de vie à travers cette donnée. Dans ce même raisonnement, le second groupe s'est penché sur la question du gain des habitants et de l'environnement. Dans le Living Lab en mode collaboratif, 2 sujets nous ont interpellés, l'économie et l'environnement. Alors pourquoi ces 2 sujets ? Parce qu'ils sont omniprésents dans les médias. L'environnement est traité à travers la demande de consommer moins, ou du moins différemment. On y observe une législation renforcée sur ces thématiques et on observe aussi un sentiment de culpabilité à cet égard. D'autre part, l'économie est plutôt abordée à travers des questions de réindustrialisation des territoires, de la société de consommation, des hommes qui consomment plus, et de l'augmentation du pouvoir d'achat. Alors ces 2 sujets, ils ont été parfaitement traités par la communauté de communes du PIO Val d'Alzette, notamment dans la déchetterie. On y a retrouvé une éolienne verticale et des candélabres à panneaux solaires qui produisent de l'énergie qui est elle-même réinjectée dans le réseau et qui sert à alimenter la déchetterie. D'autre part, on nous a parlé de l'installation future d'un méthaniseur qui servira à produire de l'hydrogène qui elle-même servira à alimenter les camions poubelles. Alors ce sont 2 projets qui sont intéressants économiquement, mais qui se ressentent plutôt sur les factures de la collectivité. Et à partir de là, nous nous sommes demandé si la donnée ne permettrait pas de contribuer à des gains perceptibles cette fois-ci pour les habitants. Et en ce sens, nous sommes également demandé en quoi et comment ce Data Lab au service de l'environnement pourrait être bénéfique aux habitants du territoire. Afin de répondre à cette question, nous nous sommes appuyés sur 2 exemples. Le premier est celui de la communauté d'agglomération d'Épinal dans les Vosges. Communauté d'agglomération de 78 communes regroupant 110 000 habitants. La gestion des déchets est en délégation de services publics et comme vous pouvez le voir, vous avez le slogan publicitaire « Aujourd'hui aussi Covad, vos efforts paient et vous déjà moins ». Bravo et merci. À travers le tri, on voit bien qu'il y a une collecte des données, comme sur la quantité des déchets, la qualité des déchets, le type des déchets recyclés. On a donc bien là une collecte des données au service de l'environnement. Le deuxième exemple est l'exemple du village Happy. C'est un village dans les Pyrénées où le premier commerce est à 15 km. Depuis 2020, Renault a mis en place une expérimentation en mettant à disposition 11 Zoé pour 25 habitants pendant une période de 3 ans. On voit bien qu'à travers cette expérience, Renault va pouvoir collecter de nombreuses données, comme la fiabilité du véhicule, les données de charge, les données d'utilisation, mais aussi des données concernant la qualité de l'air. Donc on constate à nouveau que la collecte des données est bien au service de l'environnement. Mais comment cette collecte des données peut être un gain ? Tout d'abord, à l'échelle de l'habitant, nous constatons un gain financier et un gain de valeur. Le gain financier, dans l'exemple d'Épinal, est perceptible. Grâce au tri des déchets, la collectivité a réduit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 6 à 17%. On a aussi une valorisation. Quand on nous dit bravo et merci, l'habitant est fier et se sent reconnu par sa collectivité. Dans le cas du village Happy, on a un gain financier par la baisse du coût d'utilisation. Concernant, on n'a plus de carburant et d'entretien du véhicule, il n'y a plus de vidange.
Nous avons donc bien un gain financier, mais aussi nous avons une valorisation de la démarche puisqu'il y a une réponse à la demande sociétale en matière d'écologie. À l'échelle du territoire, nous pouvons observer un gain sur la qualité de vie. À Épinal, on observe une augmentation du recyclage et le développement de l'économie circulaire. Parce qu'aujourd'hui, 75% des déchets collectés sont réemployés dans l'économie circulaire. À Appy, on observe un gain de temps. Il n'y a pas besoin de faire d'entretien sur le véhicule, mais surtout pas besoin de se rendre à la station-service, située à 15 km du village, qui, elle aussi, nécessite des coûts supplémentaires à l'électricité. Enfin, toujours concernant le village d'Appy, on observe moins de nuisances sonores, voitures qui font du bruit, et moins de nuisances olfactives. À l'échelle planétaire aussi, on a un fort gain environnemental qui dit par exemple à Épinal une meilleure collecte des déchets, dit moins d'enfouissement de ces dits déchets et donc moins de pollution de sol. Concernant Appy, il y a moins de microparticules, donc on a une action sur la qualité de l'air. À travers ces exemples, on constate bien qu'au-delà de répondre à un besoin, il y a bien un gain, une notion de gain, et qui est perceptible et palpable par les habitants. Il y a donc bien un matching économie-environnement. Attention, cependant, pour que ces gains soient bien perceptibles, il convient de mettre en place une communication pertinente. Le prochain groupe s'est intéressé à la notion de la Smart City, plus précisément sur le sentiment de sécurité vis-à-vis des données. Pour notre part, nous avons décidé de faire le lien entre la qualité de vie et la donnée en mettant la focale sur le concept de Smart City et son moteur de transformation que nous verrons à la suite. Petit rappel conceptuel de ce qu'est une Smart City d'aujourd'hui. Il s'agit d'une ville qui utilise toutes les technologies disponibles, que ce soit numérique ou intelligence humaine, afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Il y a 6 domaines d'action, gouvernance, économie, qualité de vie, mobilité, environnement et société. C'est là la partie un peu plus importante, c'est-à-dire que bien qu'au départ, les intentions de la Smart City soient louables, il y a un changement de levier. Le moteur de transformation de la Smart City d'aujourd'hui est davantage basé sur la peur du manque de ressources naturelles, alimentaires, la surveillance continue des habitants et leur consommation des ressources, et pour finir, une démarche culpabilisante envers les habitants qui génère ainsi un sentiment de culpabilité. À l'instar, nous observons l'émergence d'une notion, Happy City, un concept qui traite l'infrastructure émotionnelle comme infrastructure la plus importante de toute ville. Ici, c'est-à-dire au sein de cette Happy City, la technologie est un facteur favorable aux villes intelligentes, mais ne représente pas toujours le facteur le plus critique. Le numérique et l'intelligence humaine peuvent être utilisés comme vecteurs d'accélération du lien avec le citoyen. Au sein de cette Happy City, de cette ville heureuse, le moteur de transformation est différent. Il se veut plus humain, assurant le sentiment de bien-être, de mieux-être, j'ai envie de dire, de confort, l'échange d'idées et de pensées, créant ainsi un climat émotionnel sain, avec comme caractéristiques équité, justice, inclusion et participation. Alors, dans ce contexte, nous percevons l'existence d'une tension entre le sentiment résultant de l'utilisation de la technologie de la cité d'aujourd'hui et le sentiment de sécurisation. Nous nous sommes donc mis à chercher comment on va unifier ces deux moteurs de transformation de la cité pour une Happy City intelligente, tout en associant le sentiment de sécurisation à l'intelligence. Donc la sortie de cette tension sera par la résolution de la question suivante. Comment la donnée peut participer à la sécurisation des citoyens et en quoi le Data Lab peut-il y contribuer? Alors nous nous sommes demandé, et si la donnée est au service de la sécurisation de chacun? Donc nous avons pris quelques exemples illustrateurs de ce que peut produire un Data Lab au service de l'environnement pour une Happy City intelligente dont l'objectif est de renforcer le sentiment de sécurisation. Donc face à la surveillance et à la sécurité de la Smart City, nous avons la notion de
sécurisant dans la Happy City intelligente. Nous pouvons prendre l'exemple des Mamavo. Alors, concernant les Mamavo, c'est un projet issu de l'agence Humaniteam qui, eux, ont justement développé plusieurs ateliers au sein du département du Val d'Oise sur le fait que, justement, les femmes enceintes sont en fait coupées de leur père. Et donc, à travers plusieurs échanges, on est ressorti un projet. En fait, le fait de mettre en relation des Mamavo, donc des femmes déjà expérimentées, et qui donnent justement accès à leur expérience à la femme enceinte qui, elle, est justement en relation avec la sage-femme. On a donc justement sur ce point, on passe d'un sentiment de sécurité de la Smart City en faisant croire un peu ce contexte à un principe un peu de sécurisant, et en fait le fait de se confier, d'échanger d'humain à humain, et donc il y a une relation qui se crée entre ces trois parties prenantes. Comme second exemple, nous pouvons prendre l'exemple des pellets. Ces granulés de bois voient leur prix flamber. Le marché se trouve actuellement sous tension. Si je suis à court de pellets et que mon ami en possède davantage, elle peut m'en fournir. Puis ensemble, nous trouverons une solution pour pallier à ce manque. Ici, nous sommes dans une démarche solidaire et nous passons de la peur au partage. Le manque de ressources peut générer de la peur, et avec cette action qui est davantage basée sur le partage, cette peur disparaît. Pardon. Donc face à la culpabilité de la Smart City, nous avons le concept de liberté, oser, dans la Happy City intelligente. Donc prenons des cas concrets. 9,5% des citoyens français vivent dans des zones sans accès à la 4G, et 40% des Français se sentent inquiets à l'idée d'utiliser une démarche administrative en ligne. Donc une ville, elle doit s'adapter à son territoire et à ses habitants, tout en prenant en compte les fractures, quelles qu'elles soient. Donc elle doit développer une offre de services digitaux, les bornes d'accès Internet, les applications, les formations. Et le citoyen, il va se sentir plus libre car il peut effectuer ses démarches administratives avec les moyens qu'il dispose, sans avoir un sentiment de culpabilité parce qu'il ne dispose pas de 4G. D'autres collègues se sont demandé comment la donnée peut être utile afin de surmonter les clivages et créer du lien. Le sujet de cet atelier est un data lab au service de l'environnement et de la qualité de vie. Cette qualité de vie est fortement liée à la notion de lien. Durant la pandémie, mais surtout durant les confinements, les liens entre les citoyens ont largement changé. D'un côté, cette crise a permis de développer et généraliser l'utilisation du numérique. De nombreux outils virtuels comme Teams ou Zoom ont vu leur nombre d'utilisateurs bondir. Cela a permis de rapprocher et de créer des liens entre chaque personne qui était chez elle. D'autre part, de nouvelles plateformes ont permis aux individus et citoyens d'accéder à des informations importantes comme Tous Anti-Covid, avec les données à propos de nombre de cas, des restrictions sanitaires, des préventions contre le Covid. Et d'autres plateformes pour des activités de loisirs comme Téléparty de Netflix. Bien que les liens virtuels ont développé et augmenté, il y a une forte baisse des liens physiques. Donc on a les données qui créent un lien virtuel, mais en même temps éloignent les liens physiques, et les données qui clivent. On a essayé de classer des exemples des données et des plateformes dans différentes catégories. Par exemple, les réseaux sociaux permettent un rapprochement au sein d'un même groupe et une continuation, voire une augmentation des liens malgré la distance. On peut aussi voir toutes sortes d'informations sur les commerces de proximité ou encore une meilleure accessibilité aux démarches à faire pour obtenir des aides financières, par exemple. En même temps, les données peuvent éloigner les liens physiques, exemple comme la baisse de fréquentation du cinéma ou bien l'e-commerce. La donnée peut aussi nous enfermer au sein d'un groupe. Elle clive alors les groupes de personnes, par exemple les réseaux sociaux, qui nous enferment avec leur algorithme au sein de nos centres d'intérêt, et les fractures numériques qui touchent 17% de la population en France. Donc la data peut permettre de créer un fort clivage si elle n'est pas accompagnée d'un dispositif physique et d'un partage de connaissances entre les habitants. Et si la data permettait de dépasser les différents clivages et donc de créer du lien entre les acteurs et les citoyens du territoire? On vous propose de réfléchir à la vision d'un Living Lab thématique sur différents liens. On va vous développer un exemple de lien que le Data Lab pourrait favoriser et renforcer sur votre territoire.
Nous avons pris comme exemple le lien entre la population du territoire et la nature. Sur le territoire, il y a déjà beaucoup de données, que cela soit par exemple avec des recensements pour la Ligue pour les oiseaux, ou encore des diagnostics de l'Observatoire national de la biodiversité. Les données existent, mais elles ne sont utilisées que par des groupes de personnes restreints. Tout le principe de l'open data, et donc du Living Lab, est de rendre ces données accessibles à toute la population en ouvrant les groupes. Il est alors important de proposer des solutions à la population pour réduire les différents clivages, qu'ils soient idéologiques, intergénérationnels, sociaux ou autres. Nous avons voulu vous donner un exemple d'idée de ce à quoi le Data Lab pourrait contribuer pour renforcer ce lien. Par le biais de la donnée déjà récoltée, on peut penser à une application pour montrer à tous les citoyens la faune et la flore du territoire. Chacun pourrait l'enrichir et partager ses propres observations. Pour y ajouter un lien physique, on pourrait augmenter le nombre d'infrastructures qui ramènent la nature dans la ville, comme avec par exemple des nichoirs à oiseaux. Chaque nichoir pourrait être connecté avec des capteurs pour voir les entrées et venues. Ainsi, chaque citoyen pourrait aussi y rajouter ses observations. Il est important d'aller au contact des habitants en organisant par exemple des sorties d'initiation avec des ONG pour montrer la richesse du territoire et en faire une exposition urbaine par exemple. Chaque personne pourrait alors échanger autour de l'exposition et dépasser les clivages idéologiques, de classe sociale ou autres. Cela pourrait être un moyen efficace pour rendre visible la nature et la biodiversité trop souvent cachées. La sensibilisation permettrait alors de prendre conscience de nos actes et qu'ils ont tous un impact sur la nature et ainsi changer nos pratiques individuelles et collectives. On peut imaginer de manière similaire de mettre en relation les jardins des habitants, les jardins partagés et les infrastructures urbaines déjà présentes sur le territoire comme avec les incroyables comestibles. Il est donc important de ne pas se fermer sur les liens que le Data Lab peut renforcer. Cela peut être des liens entre les différentes générations, entre les différentes classes sociales du territoire, entre la population et les associations du territoire, et bien d'autres encore. Notre vision du Data Lab est qu'il doit impulser les initiatives sur le territoire. Cela doit passer par la création de conditions de lieux d'écoute des citoyens et des acteurs du territoire. Bien sûr, il faut aussi permettre un accompagnement de ces initiatives pour avoir une vraie dynamique territoriale en lien et portée par les données. Ensuite, un autre groupe s'est intéressé à la relation pouvoir public et citoyen. En ce qui nous concerne, nous nous sommes interrogés sur la place des acteurs, et particulièrement de l'habitant, en général et sur le territoire particulièrement. Nous avons questionné la participation des habitants, d'autant plus que certains d'entre nous sont directement concernés car ils vivent sur le territoire. Comment on associe les habitants? Quand? Pourquoi? Pour produire de la donnée? Exprimer des besoins? Mais quels besoins? Et comment on utilise la donnée? Avec ces questions et encore bien d'autres, nous sommes allés à la rencontre de différents acteurs. Habitants, experts, spécialistes de la donnée. Nous avons mené des entretiens et avons associé ces acteurs à notre Living Lab de façon distribuée. Notre Living Lab s'est alors encore élargi. Lors de ces rencontres, nous avons échangé avec chacun autour de la question de la place des différents acteurs. Monsieur Da Silva, chargé de mission Habitat Mobilité à la CCPHVA, nous a expliqué que plusieurs actions avaient déjà été mises en place en direction des citoyens. Des ateliers, des sondages sur les réseaux sociaux, des soirées naming, la diffusion de supports de communication comme des flyers ou des affiches, l'intervention dans des forums et encore la diffusion de comptes rendus de conseils communautaires. Oui Laura, mais apparemment la participation n'a pas été à la hauteur des attentes. Pourquoi les habitants ne se sont pas davantage fédérés autour d'un projet qui se veut conçu pour eux? Pour M. Marocchini, DGS de l'agglomération du Grand Louis, ce type de projet se retrouve souvent face à cette difficulté majeure. Les habitants ont du mal à dépasser l'échelle de leur quartier, à se mobiliser autour d'un projet qui dépasse leur territoire vécu. En fait, ils ont besoin d'exemples concrets qui répondent à leurs besoins individuels, d'autant plus que nous sommes dans un contexte de méfiance. Au niveau national, avec la crise sanitaire, le cadre géopolitique, la population ressent une injonction à se restreindre, à faire des compromis et des sacrifices. D'ailleurs, selon un sondage réalisé par Sciences Po en 2018, donc avant la période Covid, les Français qualifient leur état d'esprit par la méfiance et la lassitude à 25% et 63% des sondés affirment que le plus important pour avoir confiance en un responsable politique et qu'il soit honnête. Et si je te comprends bien, Ambrine, il y a donc un réel manque de confiance au niveau national. Peut-on parler d'une certaine défiance des citoyens vis-à-vis des pouvoirs publics? Oui, Élodie, et cette méfiance est d'autant plus perceptible sur le nord du sillon lorrain à cause de son histoire liée à la crise industrielle dans le domaine de la sidérurgie où la principale conséquence
et la disparition de nombreuses usines dans la région. À cela s'ajoutent des conséquences économiques et sociales sur la population. Christian Stoffeff, économiste, explique dans son ouvrage « Le dysfonctionnement du système acier », je cite, « La fermeture des mines et des usines a entraîné une catastrophe sociale. Elle s'accompagne d'un traumatisme important, bien au-delà de la disparition des emplois. » Fin de citation. Cela signifie que la population n'attend plus rien de ses représentants, qu'elle veut s'autogérer ? Oh non, car parallèlement à cette défiance de la population vis-à-vis des pouvoirs publics, nous observons également une forte attente de la population vis-à-vis de ces mêmes pouvoirs publics. Estelle Aubert, psychologue clinicienne, éclaire notre réflexion en mentionnant au cours de nos interactions la notion de dette. Jacques Godbout, professeur-chercheur à l'Institut national de la recherche scientifique, a montré qu'au sein de la société, le monde des réseaux fonctionne selon le mécanisme don-dette. Il précise que quand le réseau don-dette fonctionne bien, cette dette est positive. Elle engendre confiance et désir de loyauté. Je ne te suis plus, Laura. Si cette dette engendre des conséquences positives, elle n'est donc pas problématique ? Oui, mais quand cette dette n'est pas honorée, elle produit une angoisse, d'où le sentiment de défiance et de rejet de tout projet ou proposition émanant des pouvoirs publics, et ce, en dépit des attentes. En lien avec la contextualisation qu'on a déjà pu voir avec Ambrine, les habitants ont le sentiment que les pouvoirs publics sont en dette vis-à-vis de leur territoire. Ces habitants sont donc en attente de réparation de la part de l'État. Si je résume vos propos, sur ce territoire, nous avons donc la population qui est méfiante et qui en même temps est en attente par rapport au pouvoir public. Il faut donc traiter cette dualité avant qu'elle entre en tension et éviter que ce paradoxe devienne un obstacle. On pourrait même envisager que cette tension devienne créatrice d'unité, de lien. Mettre ces deux polarités en synergie positive. Ce Data Lab au service de l'environnement pourrait alors contribuer à ajuster les postures d'échange entre les pouvoirs publics et les habitants. Ce point de convergence nous amènerait à poser un nouveau regard, à proposer un pas de côté. Et si on regardait autrement la question pour sortir de ce mécanisme attente-rejet ? Et si un Data Lab pouvait permettre l'évolution de la posture de chaque acteur ? Et si on se mettait en mouvement vert, en dynamique d'aller vers les différents acteurs, habitants, entreprises, territoires, experts, associations et pouvoirs publics. Un Living Lab qui va au-devant des acteurs et tisse des liens. Un Living Lab qui va aller vers physiquement, concrètement, comme nous quand nous sommes allés rencontrer les acteurs pour les interviewer et récolter de la donnée. Aller vers en les capacitant, en partageant le chemin que l'on a fait, en écoutant leurs retours, leurs interrogations et leurs constats. Et enfin, aller vers par le raisonnement, selon une logique en synergie positive. Tisser pour unifier. Le dernier groupe s'est demandé de quelle manière les données technologiques peuvent-elles nous éloigner de nos émotions. Dans notre groupe, nous avons eu une sensibilité particulière à la place que l'on accorde aujourd'hui aux données sensorielles et à nos sens. Aujourd'hui, nous utilisons des données technologiques et la technologie partout, tout le temps, notamment grâce à nos smartphones ou même dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos rues. Cette technologie permet évidemment de nous faciliter la vie, d'améliorer notre vie quotidienne. Alors par exemple, l'application de bus, c'est bien pratique, ça me permet de savoir dans combien de temps arrive mon bus à mon arrêt, est-ce qu'il faut que je cours, est-ce qu'il faut que je marche. Donc voilà, ça me simplifie quand même bien mon quotidien. Même si ces données technologiques nous facilitent la vie, nous nous sommes questionnés sur le fait que ces technologies nous anesthésient aussi de nos sens, de nos ressentis et de nos émotions. En réalité, nous sommes capables de capter plein d'informations de notre environnement. Alors là, par exemple, moi le matin, quand je dois m'habiller, premier réflexe, je regarde mon smartphone, je regarde la température qu'il fait dehors et je choisis mes habits en fonction. J'ai pas le réflexe de mettre le bras dehors, d'aller faire un tour pour voir moi-même la température, parce que souvent, ce qui est affiché sur le téléphone, on le ressent pas forcément de la même façon. Et autre exemple, le GPS. Tout le monde utilise un GPS, c'est super pratique. On va d'un point A à un point B, on n'a pas à se compliquer la vie, mais au final, il y a peut-être un circuit touristique juste à côté de la route que le GPS me fait prendre, mais qui est peut-être un tout petit peu plus long. Et au final, je le rate. Je perds un petit peu mon sens de l'orientation aussi. Et ce qui est le plus rapide n'est peut-être pas forcément le plus agréable à mes sens. Nous sommes ici en présence d'une polarité. D'un côté, nous avons notre vie quotidienne qui est tutorée, qui est formatée par la donnée technologique et par la technologie. D'un autre côté, cette même technologie nous anesthésie de nos sens, de nos ressentis, de nos émotions, de nos intuitions. Nous faisons face ici à deux tensions qui pourraient rentrer en conflit.
nous avons cherché à les unifier, notamment à travers la commande, qui était un data lab au service de l'environnement. Nous avons cherché à avoir notre propre interprétation du mot environnement. Donc pour nous, l'environnement, ça va être l'environnement qui sera personnel et sensoriel. C'est vraiment ce qui me touche. Donc ça va influencer à la fois ma vie quotidienne, mais aussi ma qualité de vie. À partir de tous ces éléments de contexte, de notre commande, de notre polarité, nous nous sommes demandé si nous pouvions penser un data lab au service de l'environnement qui permettrait de faciliter notre vie quotidienne sans pour autant nous anesthésier de nos sens, de nos émotions, de nos intuitions, de nos perceptions. Alors pour répondre à cette question, nous on s'est dit, et si on allait combiner la donnée technologique avec la donnée sensorielle ? Parce que la donnée technologique, il y en a quand même partout, beaucoup d'accessibles, sur beaucoup de domaines. Et la donnée sensorielle, donc là, elle serait récoltable auprès des habitants. Parce qu'effectivement, ce que les données technologiques vont mesurer ne sera pas forcément perçu par la population. Et inversement, ce qui est perçu par la population n'est pas forcément mesuré par la technologie. Et également, dans ce projet, on cherche à unifier les acteurs du terrain, que ce soit les habitants ou les parties prenantes au projet, les entreprises ou les collectivités, afin que tous puissent vivre et ressentir le territoire. Nous avons donc envisagé différentes hypothèses de solutions, comme une application mobile pour recenser certains sentiments, certaines émotions dans la ville, ou la mise en place de balades urbaines, qu'elles soient spontanées ou alors organisées. Nous avons aussi pensé à ce que le Data Lab puisse prendre la forme d'un espace culturel qui serait dédié au recueil des ressentis, des émotions et des intuitions des habitants du territoire. De ce raisonnement autour des polarités, il en ressort 7 premières fonctions de ce que pourrait être le Data Lab au service de l'environnement. Le Data Lab pourrait tout d'abord rendre perceptibles les impacts de la donnée sur les valeurs ajoutées qu'elle apporte au territoire, pour les habitants, les acteurs variés de passage ou travailleurs de ce territoire. Il pourrait également être envisagé que le Data Lab devienne une sorte d'INSEE qui produit des études palpables pour devenir un point d'impact de référence et de qualité sur la donnée du territoire. Il a également été envisagé que le Data Lab soit une institution qui ne soit pas institutionnelle, pour permettre d'éviter un climat de méfiance vis-à-vis des infrastructures politiques existantes et toute forme de décrédibilisation. Le Data Lab pourrait également être un territoire d'expérience dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt pour mener les membres du consortium à venir faire expérience avec le soutien des collectivités territoriales. De plus, cet espace pourrait également impulser des initiatives sur comment la donnée serait utilisée au service de l'environnement, pour permettre de faire du lien entre communautés, associations, habitants, entreprises, etc. Le Data Lab pourrait également être un espace permettant de répondre à la question de comment, à partir de la donnée de cet espace, permettrait de faire découvrir le territoire, pour pouvoir favoriser les rencontres entre les différents acteurs du territoire. Et enfin, le Data Lab pourrait être un espace où l'on peut faire contribuer au territoire par la donnée sensorielle, pour permettre de prendre en compte les données non structurées dans la prise de décision des politiques publiques. Voici donc les résultats de notre Living Lab sur la thématique du Data Lab au service de l'environnement. Tous les membres du Living Lab, ainsi que la Charity et tout le personnel pédagogique encadrant, souhaitons encore chaleureusement remercier M. Risser, M. Hainaut, ainsi que tous les acteurs du territoire que nous avons pu rencontrer. Merci de nous avoir accueillis sur vos territoires respectifs et merci d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions et nous permettre d'investiguer ce sujet du Data Lab au service de l'environnement.